imaginait que le silence aimait parler à voix basse aux oiseaux, sous le vieux châtaignier, que l'arbre en hiver abritait un vivant va-et-vient, l'innocence des passereaux parés de blanches pluies. Tu as écouté le murmure, épousant le silence et la transparence des heures où germe la louange. C'est avec ce poème de Jean-Pierre Boulic que je vous souhaite la bienvenue. Nombreux aujourd'hui, j'en suis ravie, donc à Réjalon, pour la présentation de l'artiste Damien Brohon, puis du poète Frédéric Tison, qui sera présenté par Jean-Louis Bernard. En ce qui concerne les annonces, il y a ici quelques annonces sur le Cercle Aliénor. La prochaine séance étant consacrée au prix Aliénor 2017 qui sera décerné à Marie-Lise Corneille pour son recueil L'Or du désir. Et en seconde partie, à moins que ce soit l'inverse, je ne sais pas, Béatrice, bon, on verra, il y aura une présentation par Simone Landry, enfin, pas d'abord le prix, je pense aussi. Et donc, il y aura Simone Landry qui présentera son livre récent, Encore quelques années à vivre, les deux livres étant parus aux éditions de l'Harmattan. C'est donc à la Brasserie Libre, comme d'habitude, 16h15, le 9 décembre, et vous pouvez prendre le document là. Là, vous avez des annonces qui me concernent. Je suis désolée à ceux d'hier qui ont reçu un mail en copie non cachée, parce que je m'étais aperçue qu'au troisième envoi, qu'il y avait un souci sur Orange et que la fonction copie cachée était inactive, donc j'en suis désolée. Sinon, les autres annonces, mercredi du poète, il n'y en a pas en décembre, tu me disais, voilà. C'est bien ça? La prochaine, ça sera au mois de janvier. D'accord. Donc, Monique Labidoire en janvier, donc le 3, 4, je ne sais jamais. Quatrième mercredi à 15h au François Copé, hein, boulevard du Montparnasse. De toute façon, à Réjalon, il n'y a rien non plus en décembre. C'est trop près des fêtes, on aurait trop peu de monde. Donc, est-ce qu'il y a d'autres annonces? Bon, écoutez, si ça vous revient, on pourra toujours faire des annonces plus tard. Je vais donner la parole à Damien Brohon qui va nous parler de son œuvre. Bien, bonjour à tous et merci d'être venus. Je voulais aussi remercier Frédéric Tison qui était à l'initiative de ma présence ici, remercier Colette Klein d'avoir organisé cet événement et puis également Christophe Boé de la galerie Expression d'aujourd'hui qui a été à l'origine de la rencontre entre Frédéric et moi-même. Suite à ça, on a produit une carte dont on vous parlera tout à l'heure. Alors, donc je m'appelle Damien Brohon, j'ai réalisé les quelques travaux qui sont là. J'ai réalisé les quelques travaux qui sont là. Donc je suis artiste, mon travail tourne autour du dessin, dessin et aquarelle. Régulièrement, je fais aussi des conférences sur le sujet de l'art et de la spiritualité. Et sinon, je suis enseignant, donc j'enseigne en histoire des arts et en art plastique dans le secondaire. Voilà, donc je vais essayer de parler de mon travail, essayer de le présenter, essayer de dire quelle est mon intention ou ce que je comprends de ce processus, parce qu'on peut toujours avoir une intention initiale. Après, il y a aussi l'analyse qu'on fait de ce qu'on a réalisé et ce qu'on en comprend presque a posteriori. Il y a une phrase qui m'a toujours beaucoup aidé à comprendre ce que je faisais. Quand je faisais de l'art, c'est une phrase de Leibniz qui dit « Pourquoi quelque chose plutôt que rien ?» Pourquoi quelque chose plutôt que rien, dit Leibniz. Et c'est cet étonnement qu'il y ait quelque chose. Et Leibniz, un peu plus loin dans ce texte, dit « Rien serait plus simple et plus rationnel que quelque chose. » Le fait qu'il y ait de l'être, qu'il y ait quelque chose, qu'il y ait une manifestation, qu'il y ait de l'apparaître, finalement, on le prend comme évidence. Mais à bien y réfléchir, c'est très étonnant. Le néant absolu serait plus simple et plus rationnel. Et cette phrase a toujours été pour moi, depuis des années, un guide pour mieux comprendre ce que je faisais quand je dessinais, quand je peignais, finalement. Parce qu'il y a cet étonnement premier, qui peut être un étonnement, un émerveillement, un vertige, une angoisse, un effroi, devant le fait qu'il y ait quelque chose et qu'on ait la capacité de le voir, de le comprendre
parce que voyant ça, on se voit aussi soi-même, et vivant, et conscient. Et c'est vertigineux, c'est quelque chose d'extrêmement étonnant. Évidemment, au quotidien, on ne vit pas en permanence dans cet étonnement, mais très régulièrement, il y a des moments d'ouverture où on retourne à ça. En voyant des œuvres d'art, des fois, ou bien des événements qui sont tout à fait ordinaires, comme je sais pas, le reflet d'une flaque dans l'eau, une vitrine, un arc-en-ciel, un nuage, que sais-je. Il y a des choses d'apparence tout à fait anodines, mais qui nous renvoient à ce mystère premier de l'apparaître, du fait qu'il y ait quelque chose plutôt que rien. Et produire une œuvre, c'est revenir à ça. C'est revenir à ça, c'est dire, finalement, puisqu'il y a de l'apparaître, moi-même, je vais consciemment produire de l'apparaître. Produire quelque chose qui n'existe que pour être vu. Parce que c'est ça, peut-être le propre de l'art, de la poésie, c'est quelque chose qui existe pour être vu, pour être entendu, pour que chacun fasse l'expérience de son paraître. Et l'aventure de la modernité a consisté à dégager complètement l'art de tout ce qui l'asservissait à autre chose, de toute entreprise religieuse, de pouvoir, etc. Il a rendu l'art à lui-même, à son essence, qui est de vivre en conscience cet apparaître du réel. Voilà. Ça, c'est le premier point que je voulais poser par rapport à ça, dans ce que je comprends de ce que je fais quand je fais de l'art, dans ce que je comprends de ce qui m'intéresse quand je regarde de l'art. Si je vais voir, je sais pas, une grotte préhistorique en Dordogne, je vais trouver ça, cette magie de l'apparaître. Et puisque cet art préhistorique est très difficile à interpréter, une interprétation qu'on pourrait proposer, c'est que l'être humain crée les conditions où il se voit lui-même en train de voir, les conditions où il voit lui-même les apparences en train de se former, parce qu'il devient acteur, parce qu'il devient précisément créateur de ces apparences, comme une volonté de prendre conscience finalement de ce que c'est être au monde et voir vivre le monde. Donc revenir à ce moment premier, c'est ce que je cherche à faire dans mes travaux, en créant. Ensuite, on pourrait dire que, en regardant ce que je fais, finalement, il y a deux directions. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de prendre connaissance des œuvres, de vous familiariser un peu avec elles. Je dirais qu'il y a deux dimensions dans mon travail, deux directions, qui sont d'une part la représentation d'un monde qui pourrait être un monde de contes, hein, on en avait discuté l'autre jour, un monde mythique, un monde en ça primordial, premier dans un sens non pas chronologique, mais premier dans un sens ontologique, premier dans l'être, comme quelque chose qui serait fondamental dans la structure de la pensée humaine. Donc on va avoir des paysages avec des châteaux, avec des grottes, avec des personnages mi-hommes, mi-animaux, ce genre de choses. Et puis l'autre orientation, ce serait l'abstraction. Finalement, l'absence totale de figuration et le retour à ce que Kandinsky appelle le plan primordial, c'est-à-dire que la surface elle-même comme espace où apparaissent le geste, où apparaissent les couleurs, où apparaissent les lignes, sans devoir finalement représenter quoi que ce soit d'autre qu'elle-même. Les formes, les lignes, les couleurs dans leur présence même. Donc il y a ces deux tendances qui très souvent se rencontrent, se combinent finalement. Donc si je reviens sur la première, quelque chose là aussi qui m'a beaucoup aidé dans la compréhension de ce que je faisais, de ce qui m'intéressait dans l'art, c'est la notion qu'a développée Henri Corbin. Henri Corbin, c'est un grand philosophe français, c'est le premier traducteur en français de Heidegger, et puis surtout c'est quelqu'un qui a consacré toute son œuvre au chiisme iranien et à la pensée de maîtres de ce courant spirituel comme Sohravardi par exemple, et il a développé la notion d'imaginal et de monde imaginal. Qu'est-ce que c'est que le monde imaginal? C'est un monde intermédiaire entre le monde sensible, hein, le monde auquel on accède par les sens, et puis un monde intelligible qui est le monde de l'être pur. Donc c'est des catégories néoplatoniciennes, et lui
là-dedans, il développe cette notion d'un monde imaginal, c'est-à-dire d'un monde intermédiaire, un monde où ce qui est matériel se spiritualise et ce qui est spirituel se matérialise. Et c'est le monde où se déploie la vision des saints, par exemple. C'est le monde de la vision de l'Apocalypse, c'est le monde de la Genèse. C'est ce monde-là qui permet de comprendre l'imaginaire autrement, comme une sorte de dérive de l'esprit qui s'affranchirait complètement de la raison. Dans l'esprit d'Henri Corbin, le monde imaginal, c'est quelque chose comme la compréhension par les sens, par l'imaginaire, de ce qui dépasse les sens dans la vision du quotidien et en même temps relie à quelque chose qui est d'un autre ordre. Et c'est vrai que je dirais que dans cette dimension mythique ou de conte, ou un peu dire archétypale de certains de mes travaux, ce que je vise, je ne sais pas si je l'atteins, mais c'est précisément ce monde-là, ce monde imaginal, ce monde dont parle Henri Corbin. Et c'est ça aussi qui m'intéresse quand je regarde les œuvres, c'est de retrouver cette dimension-là, cette dimension imaginale, cette dimension où par la vue, par le visible, finalement, on accède à de l'invisible. Il y a une ouverture sur autre chose. Parce qu'il semble que l'image, l'œuvre d'art, n'est intéressante que quand elle nous permet d'aller au-delà d'elle-même. Au-delà d'elle-même. L'image qui tient tout entière prisonnier le regard, c'est une idole. Elle fixe le regard, elle le tient prisonnier, elle le séduit dans le sens le plus négatif qu'on puisse imaginer. Une autre type d'image qu'on pourrait imaginer, c'est l'icône. L'icône, c'est l'ouverture sur un absolu, sur une forme d'absolu. Et c'est bien ça que je recherche dans le retour à cet émerveillement premier devant l'être, le fait qu'il y ait de l'être plutôt que rien. Donc tout cet univers imaginaire ou imaginal que je déploie dans mes travaux vise ça, vise cette dimension. Parce que tout simplement, c'est ça qui m'intéresse et que tout simplement, j'ai du mal à m'intéresser à quoi que ce soit d'autre que ça. Et puis, pour la partie plus abstraite, finalement, c'est la même démarche. C'est la même démarche parce qu'il s'agit de renvoyer la couleur à la couleur et à ce qu'elle éveille en résonance dans notre propre esprit. C'est ce que dit très clairement Kandinsky, la couleur est spirituelle, la couleur a une vie intérieure qui entre en résonance avec notre propre vie et révèle comme ça le monde de ce que Kandinsky appelle l'âme. On a besoin de se rappeler qu'on a quelque chose comme une âme, que notre esprit n'est pas réductible à des conditionnements, par exemple, mais qu'il y a une dimension plus vaste. Et ça peut être ça le rôle d'un art sacré, c'est de nous rappeler ça. Et pour moi, la grande abstraction, elle est aussi de l'ordre du sacré. Parce qu'elle nous relie dans le présent. Hein, je pense à Philippe Serre qui a écrit précisément sur Kandinsky qui dit « le présent est le temps de l'absolu hein, ». Quand on est vraiment présent au présent, on est dans une forme d'éternité, c'est-à-dire de sortie du temps. Oui, on n'est plus dans la succession de passé, présent, futur. Quand on est absolument dans le présent, on est absolument aussi dans l'éternité, puisque on peut comprendre l'éternité de deux manières. Soit l'éternité sera ce qui est sempiternel, quelque chose qui durerait toujours, ou bien l'éternité, c'est ce qui est hors du temps. Et il me semble que l'abstraction permet cette concentration sur le présent, puisque finalement, l'œuvre ne renvoie à rien d'autre qu'elle-même, la couleur ne renvoie qu'à ce qu'elle donne, ce qu'elle offre, par sa générosité, dans le présent. Voilà. Donc voilà pourquoi l'abstraction. Je dirais que si c'est utile d'en parler, mes références et l'art dont je me nourris et qui se retrouve peut-être dans mes travaux, ce serait d'une part l'art de la modernité, dans sa recherche justement d'un art qui soit complètement libre, donné pour lui-même et non plus au service de quoi que ce soit d'autre. Là j'ai un peu parlé de Kandinsky, je pense que certains artistes surréalistes aussi vont être très importants pour moi, aussi dans cette quête de intériorité transcendantale. Et puis aussi des formes d'art que par contre on pourrait trouver archaïques, comme on en parlait aussi l'autre jour, les vieux livres d'alchimie par exemple,
où précisément tout ce dont je parle là me semble se déployer dans cette recherche de ramener la matière à la lumière. Parce que c'est ça que cherchent à faire les alchimistes, c'est revenir à ce qu'a été d'abord la création, quand elle a été divine. Vous voyez, c'est purifier la matière du péché original. Et donc par des opérations sur la matière, se transformer aussi soi-même et revenir à cet état premier qu'on pourrait appeler édénique. Donc les livres d'alchimie, la peinture persane. Et d'ailleurs c'est mon intérêt pour la peinture persane qui m'a amené à découvrir Henri Corbin. Bien sûr la sculpture romane qui nous relie au cœur même du mystère d'être, il me semble bien. Voilà, donc je dirais mes deux sources d'inspiration, ça pourrait être ça, soit vraiment la modernité la plus radicale, soit finalement des formes d'art qui peuvent sembler archaïques et qui le sont dans le sens profond, en ce qu'elles nous relient à ce qui est original, à ce qui est premier. Sinon, si je regarde ce que je peux faire, et si je tente de l'auto-analyser, ce qui est toujours une entreprise un peu délicate, un peu étrange d'ailleurs, je dirais que ce qui me frappe souvent quand je regarde ce que je fais, c'est le fait qu'il y ait l'idée d'une naissance, quelque chose qui apparaît, l'apparaître de quelque chose, hein, puisque ça renvoie à ce dont je parlais tout à l'heure, qu'il y ait quelque chose plutôt que rien, l'apparaître de quelque chose, le fait que quelque chose soit en train d'apparaître. Mais très souvent, je me dis que ça pourrait être aussi une disparition. Donc il y a comme une sorte d'ambiguïté. Il y a quelque chose qui apparaît ou qui peut-être disparaît. De même que quand on regarde une photo, c'est difficile de dire si c'est le lever ou le couchant. Et donc ici, c'est difficile de dire si c'est une genèse ou une apocalypse. Si c'est une apparition, une disparition, une naissance ou une mort. En tout cas, je pense que ce qui est au cœur de mon travail, c'est la volonté de voir les choses dans un état de flux, de transformation, d'une identité qui existe en disparaissant et renaissant sans cesse finalement, mais pas dans un état figé, qui est toujours cette dynamique, cette vie de naissance, disparition, apparition, mort. Il y a aussi très souvent, si je regarde l'idée d'une habitation, d'une demeure, comme une grotte, comme un château, comme une maison, comme une cabane, comme une hutte, j'ai vraiment l'impression que, enfin c'est ce que j'essaie de faire en tout cas, que chacune de ces images est comme une demeure, une maison pour le regard, que le regard va habiter pendant un moment. Mon idée c'est vraiment de faire quelque chose qui soit un espace accueillant, où le regard puisse se déposer et il y a un espace où vivre soit possible. Vivre soit complètement possible dans toutes les dimensions de notre être. Très souvent, dans notre époque, et dans d'autres époques aussi, notre vie est réduite, enfermée. Ici, l'idée c'est de proposer au moins le temps de la contemplation de l'homme, un espace où la vie soit complète. Donc très souvent, il y a cette idée de demeure, un point où le regard puisse se poser et vivre pleinement. C'est une demeure que pour l'esprit, bien sûr, que pour le regard. Quelque chose qui revient aussi très souvent, ça peut se voir simplement aux couleurs, c'est la nuit, le caractère nocturne de ce qui est représenté. Effectivement, j'ai l'impression que le moment où ce qui m'intéresse le plus, c'est-à-dire la lumière est la plus présente, c'est pendant la nuit. C'est justement au moment où elle est rare, qu'elle devient plus présente dans sa fragilité, dans son intensité, et dans le fait aussi qu'elle puisse être une métaphore pour la vie spirituelle, pour la vie de l'esprit. Donc je pense qu'il y a aussi ce thème-là de la nuit qui revient très souvent, et qui est à comprendre aussi comme une nuit spirituelle. Alors, pour parler, Frédéric m'avait suggéré de parler d'un travail en particulier et de comment je l'avais imaginé. Alors, j'ai extrait de l'exposition de, je ne sais pas si vous voyez très bien,
j'ai pris, je sais pas pourquoi j'ai pris le plus petit, pour être sûr que vous ne voyez pas très bien. Bon, je vous explique un peu l'idée, vous pourrez les voir de plus près après. Alors, je vais commencer par celui-là, qui est une esquisse que j'ai faite sur un papier brouillon, avec du crayon papier et puis du stabilo orange, donc des matériaux absolument pas artistiques a priori. En fait, on pourrait dire que tout commence par des images. Très souvent, c'est des images vues en regardant autour de moi dans la rue, des images vues en voyant aussi ces images anciennes dont je vous parlais. Ça peut être aussi des images remémorées. Ici, c'est le cas avec cette image-là. C'est un souvenir d'enfance très simple d'être dans un sous-bois avec une petite rivière qui passait et un sous-bois où les arbres recouvraient complètement l'espace. Vous voyez ce que je veux dire, on peut presque plus voir le ciel. Donc c'était l'été, il y avait ce courant d'eau. Donc là, c'est ce qui donne l'impression comme ça d'un espace un peu clos sur lui-même, un espace matriciel, un peu comme celui d'une église romane. Et puis à ça, c'est très vite associé l'idée d'un personnage, dont vous verrez de plus près après, qui a un chapeau en forme d'oiseau sur la tête. Voilà, c'est le moment où ça devient un peu étrange. Un personnage comme ça qui serait une sorte d'homme-oiseau, un personnage qu'on rencontre dans les mythes précisément. Je pense notamment à tout l'art des Indiens de l'Amérique du Nord, du Grand Nord, de la côte ouest du Canada, où vous allez avoir ce type de personnage. Et ce qui est très étonnant, vu que c'est une culture qui m'est absolument étrangère, c'est de regarder ce type d'art et d'y trouver comme une résonance très personnelle. Vous voyez, c'est là où on peut parler d'archétype, puisque évidemment, ce n'est absolument pas la culture dont je suis originaire, ce n'est pas une culture que je connais spécialement bien, mais bizarrement, en regardant ces formes, en regardant ces personnages, j'y trouve une résonance avec quelque chose qui en moi serait très personnel. Donc c'est à la fois très personnel et en même temps ça ne m'appartient pas. Et ça, je dirais que c'est ce qui m'intéresse dans mon travail artistique, c'est que c'est une quête, c'est une recherche, et c'est une recherche intérieure, mais de chercher aussi en soi ce qui n'est pas tout à fait moi. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis. C'est-à-dire qu'on va dire l'art, c'est une façon de s'exprimer ou d'exprimer quelque chose qui en nous dépasse, ou quelque chose qui en nous est là et en même temps nous est étranger. Et c'est ça qui est intéressant, parce qu'un art qui serait simplement la recherche d'une forme de confirmation de soi, bon, en tout cas, moi, me semble pas très intéressant. Moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est de faire de l'art un moyen d'exploration d'un monde intérieur qui n'est pas purement intérieur, qui est aussi extérieur. Par exemple, là, il appartient à d'autres cultures et qui en même temps m'appartient, avec lequel je me sens en résonance. Donc là, vous avez un travail qui est une intention première, d'accord, qui donne comme une direction, quelque chose qui est assez intuitif, quelque chose qui est assez rapidement réalisé, d'accord. Et ça, là, je vais le laisser mariner. C'est un peu un processus alchimique. Je vais le laisser traîner, je vais le regarder, puisque souvent, lors de mes expositions, quand je parle avec des gens, on me demande mais comment tu fais, combien de temps ça dure, etc. C'est à peu près impossible de répondre parce que c'est un processus très long où je vais avoir ces dessins, ces idées et passer pas mal de temps finalement à les regarder. Et puis en les regardant, en revenant à ça comme une sorte de rendez-vous, eh bien, il y a, vous voyez, quelque chose qui émerge. Il y a comme une germination, comme une fermentation. C'est pour ça que toutes les images de l'alchimie, de teinture, sont extrêmement parlantes. Ouais. Et en même temps, là aussi, c'est comme les Indiens de l'Amérique du Nord, c'est pas un sujet que je maîtrise réellement, mais qui pourtant me parle et qui pourtant même m'enseigne ce que je fais quand je fais ce genre de choses. Et donc j'ai ça comme point de départ. Et ça, c'est un dessin que j'ai fait il y a assez longtemps, et celui-là est plus récent. Avant, entre les deux, donc ça c'est celui qui va être considéré comme le plus achevé et que j'ai fait très récemment. Entre les deux, il y en a un autre que j'ai fait, fini et abandonné parce que finalement il n'était pas satisfaisant.
Et puis j'en suis arrivé à celui-là, qui est devenu, où on retrouve, je ne sais pas si vous voyez à peu près, hein, on retrouve à peu près la même composition. Et ici, le personnage n'a plus un chapeau d'oiseau sur la tête, il a une tête d'oiseau. Donc là, c'est une étape suivante dans la, dans la métamorphose. On pourrait parler d'un processus chamanique. Là aussi, si je reviens aux grottes préhistoriques, vous savez qu'une des interprétations de l'art préhistorique, c'est ce que dit Jean-Claude par exemple, c'est de dire qu'en fait c'est des lieux d'expérimentation chamanique et les animaux représentés en fait sont les animaux que devient le chaman, hein, que devient le chaman. Voilà, donc là ici un univers plus nocturne, l'idée aussi de transmutation, transformation et en même temps toujours la même composition. Toujours la même composition, comme ça, que cet espace qui se replie sur lui-même et qui en même temps est en mouvement, avec l'idée aussi d'une forme de chaos, quelque chose qui serait comme un chaos dans lequel le personnage central arriverait à retrouver une forme d'équilibre finalement. On peut peut-être faire circuler les deux. Oui, oui, merci. C'est une bonne idée. Même si on fera une pause entre les deux parties, on s'assoit surtout. Ouais, merci. Voilà, vous pourrez le mettre dans le bon sens. Qui est peut-être difficile à trouver. Ah bah, c'est pas compliqué, il y a des numéros en bas. Voilà, ça donne un repère. Voilà, c'est ça. En fait, encore une fois, l'idée de la grotte préhistorique revient parce que voilà une façon dont on peut comprendre la grotte préhistorique, c'est un espace où finalement l'être humain peut expérimenter son propre regard. Voilà. Et modestement, quand je fais mon travail, c'est ça que j'essaie de faire, c'est ça que je fais en fin de compte, d'expérimenter ce qu'est mon propre travail, ce qu'est mon propre regard, ce qu'est finalement le fait que je vois des choses, j'en prends conscience, et je prends aussi conscience du fait que mon regard est aussi une transformation de la réalité, vous voyez, par sa subjectivité, par son conditionnement, par plein de choses, prendre conscience de ça, comment notre regard fabrique aussi notre réalité. Donc c'est peut-être pour ça que si je regarde les travaux, ils ont un peu un aspect de grotte comme ça, parce que pour moi c'est l'espace où on expérimente son regard. Bien, peut-être pour conclure, puis on pourrait prendre peut-être un temps d'échange. Je voulais faire un peu le lien avec le travail de Frédéric, parce que ici j'ai tenté de parler de mon propre travail, ce qui n'est pas évident, parce que moi j'ai appris à parler de mon travail pendant mes études et à en parler très précisément, et en fait avec le temps j'ai complètement mis de côté toute façon de rationaliser ce que je faisais, et ça m'est devenu beaucoup plus difficile de parler de mon propre travail, vous voyez, de cette façon-là. Donc c'est un exercice que je ne trouve pas très facile. Finalement, le meilleur commentaire serait poétique. Et précisément, c'est ce qui a eu lieu donc, grâce à l'initiative de Christophe Goé avec la production de cette carte, donc, où deux autres artistes et moi-même avons été choisis donc, par Frédéric, qui a choisi des œuvres et qui a écrit des poèmes dessus. Et c'est vrai que les deux dernières parties de ce que Frédéric a écrit à propos de cette œuvre que vous voyez ici me semble être le meilleur commentaire de mon travail, surtout la toute dernière partie, dont je vais vous en donner lecture. Une galaxie reflétée par une chambre, au travers d'une fenêtre qui tremble, tu dis une voie lactée dans le songe de tes arches, tu dis une absence en pleine clarté, tu veilles sous les voûtes parmi le peuple des pierres et des colonnes, dans le sillage des comètes, tu sais encore que le monde est mystérieux. Voilà, le monde est mystérieux. Voilà, si je vais résumer tout ce que j'ai à dire sur mon travail, c'est pour être juste ça. Le monde est mystérieux, c'est vraiment ce sentiment auquel je me relie très profondément pendant mon travail. Et c'est aussi ce que je ressens à la lecture ou à l'audition de la poésie de Frédéric.
qui lui aussi se rapproche de cet univers des mythes, des contes, et qui fait que finalement, par le langage qui souvent enferme, réduit ce que c'est que le réel, lui redonne son ouverture première. Hein. Ici, il y a cette citation fameuse de Mallarmé dans son tombeau d'Edgar Allan Poe, qui dit « redonner un sens plus pur aux mots de la tribu ». Voilà. Il me semble bien que c'est ce que fait Frédéric, c'est pour ça que j'aime beaucoup son travail et que je me sens une profonde affinité avec ce qu'il fait. Voilà. Donc j'en ai fini pour ma présentation. Peut-être avant qu'on fasse cette pause, si vous aviez des questions, des remarques, n'hésitez pas, peut-être que ça vous a semblé complètement confus. J'en ai une parce que bon, ça me parle assez énormément. J'ai eu l'impression, il y a un mot que vous n'avez pas prononcé, et que moi j'ai trouvé pratiquement omniprésent, mais c'est très subjectif, y compris dans votre peinture, c'est le temps. Oui, bien sûr. Et j'ai l'impression que vous avez essayé de perdre le temps. Ben, c'est ce que je disais à un moment en parlant d'apparition, disparition, oui. Exactement. C'est vrai que chaque fois c'est pris dans un temps. Et que ce temps-là, vous essayez de le mettre en parallèle avec le lieu. Oui, absolument. Vous essayez de faire quelque chose que, bon, moi, je mets dans le poème parce que j'ai cette notion-là, la notion de territoire-temps, qui serait, vous avez parlé d'accueil par contre, donc voilà, quelque chose qui serait un accueil justement, mais à ce niveau-là, le lieu du temps, j'ai l'impression que c'est là partout, vous parlez de la présence-absence, vous parlez j'ai noté des choses, du carreau fondateur, et tout ça, et finalement, c'est une impression très personnelle, mais c'est ça derrière. Alors peut-être inconsciemment, peut-être pas. Je me trompe peut-être. Non, je le retrouve tout à fait dans ce que vous dites, parce que c'est ça, c'est le lieu qui nous accueille, le fait qu'on soit pris dans un temps, le fait que nous naissions et que nous devions mourir, le fait que tout sans cesse est en train d'apparaître et de disparaître, et d'arriver... Et oui. tourner face pour tout le monde. Ouais, merci. Pas répondre uniquement à Jean-Louis. Merci. Désolé. Vous voulez que je recommence au début? Non, juste la réponse. La réponse. Est-ce que vous avez entendu la remarque de Jean-Louis? J'ai senti une inquiétude. Jean-Louis, il faut qu'il parle plus fort. Oui, donc pour répondre plus clairement, oui, effectivement, je me retrouve dans cette combinaison de temps et d'espace. Vous parlez de territoire, tout à fait, de demeure. L'espace dans lequel on doit vivre, dans lequel on essaie d'avoir une vie pleinement humaine, c'est-à-dire une vie qui est consciente d'elle-même, parce que c'est peut-être ça, ce que c'est qu'une vie humaine, consciente d'elle-même, consciente d'être éphémère, consciente de naître et de devoir mourir, consciente d'apparaître et de disparaître, effectivement. Et là-dedans, arriver à apprivoiser ça, avec le vertige que ça peut supposer. C'est aussi pour ça qu'on a besoin de demeure, d'espace où demeurer, d'espace où rester, et avoir absolument besoin de l'art et de la poésie pour ça, effectivement, parce que il n'y a peut-être que l'art et la poésie qui nous offrent les demeures où on puisse vraiment vivre pleinement cette vie. Absolument. Vous avez d'autres... En quelque sorte, vous étiez proche, enfin si vous l'acceptez, de Jean Delacroix et de la théologie négative. Ah oui, tout à fait, oui. Avec son poème en particulier de En una noche oscura, dans une nuit obscure, etc. Ouais. Et d'autre part, en ce qui concerne l'alchimie, alors là c'est une simple remarque, j'ai été frappée d'entendre tout récemment sur France Culture, dans une de ces émissions scientifiques, que l'on évoquait maintenant l'alchimie. Et l'alchimie, ça peut... Oui, absolument. Ouais, tout à fait. Il y a une petite variante, attention, par rapport à Naguère. Ah oui, vous avez tout à fait raison. Il y avait peut-être pas mal de préjugés, mais... Oui, absolument. Oui, alors si je reprends vos deux remarques, effectivement, Saint-Jean-de-la-Croix, je ne l'ai pas dit, mais j'y pensais très fort. Et effectivement, s'il doit y avoir une forme de théologie, elle peut être que négative. Donc pour rappel, la théologie négative, c'est celle qui dit de Dieu uniquement ce qu'il n'est pas. Car précisément, dire ce qu'il est, c'est le réduire. C'est le réduire à notre pauvre compréhension humaine. Et moi, c'est effectivement le type d'approche
que je vais privilégier dans ma compréhension de ce type de sujet, soit la théologie négative, telle qu'elle s'est développée dans le christianisme oriental et occidental, ou la vacuité bouddhiste de Nagarjuna, Shantideva, etc. Ça c'est évident, parce que c'est ça le but. Enfin, il me semble, toute recherche spirituelle ou artistique, c'est d'arriver à ne pas se laisser emprisonner par quoi que ce soit. Voilà. Et le but de créer des images, enfin, quand on crée des images, il faut arriver à faire en sorte que ce soit des images qui n'enferment en rien. Et c'est ce que permet effectivement la théologie négative, dont se réclamait quelqu'un comme Yves Bonnefoy, par exemple. Et quant à l'alchimie, oui, c'est intéressant de voir effectivement qu'on ne la voit plus forcément comme une sorte d'ancêtre de la chimie, d'ancêtre pré-scientifique de la chimie, mais dans une lecture symbolique, dans une lecture de ce que c'est que la création, de ce que c'est que l'esprit humain. Ouais, absolument. Oui, oui, on est sur la même longueur d'onde.